Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Première Guerre mondiale. Désormais, toute l'Europe semble tourner le dos à l'horreur des tranchées. La liesse des années folles se propage dans les rues et cafés, l'humeur est au pacifisme. Pourtant, sur l'autre rive de la Méditerranée, dans les contreforts du Rif marocain, une toute autre histoire se trame, annonciatrice d'heures plus sombres. Si l'Europe est en paix, elle n'a pas renoncé à ses prétentions coloniales. Et dans ce jeu d'influence, la France renforce son emprise sur son protectorat au Maroc. En 1917, elle dépêche pour la seconde fois comme résident général Hubert Lyautey, un militaire de renom, monarchiste catholique. Avant la guerre, ce dernier avait fait nommer un nouveau sultan aux ordres de Paris. Désormais, il impose une doctrine coloniale, la pacification. Le Maroc est un État autonome dont la France assure la protection, mais qui reste sous la souveraineté du sultan avec son statut propre. Une des premières conditions de mon rôle est d'assurer l'intégrité de ce régime et le respect de ce statut. L'hyper-intelligence de Lyautey, de comprendre comment, du point de vue des ressorts de la politique marocaine et de la mentalité marocaine à l'époque, il va pouvoir se servir du sultan pour mieux asseoir l'installation des Français au Maroc. Et ce que Lyautey défendait, c'était la tache d'huile, c'est-à-dire la tache d'huile. On occupait un territoire et puis il y avait l'irradiation de l'influence française autour. Et cette irradiation se faisait par la construction d'écoles, par la construction des hôpitaux, c'est-à-dire on donnait quelque chose en échange. C'est-à-dire, puisqu'on vient ici pour vous civiliser parce qu'on disait que c'était des gens sauvages, à ce moment-là, il faut montrer qu'on est des gens civilisés. À ce moment-là, on vous apporte quelque chose en échange. Donc la pacification, c'est un mot de communication politique. Pour dire nous ne faisons pas la guerre, nous pacifions. Il y a eu donc une très longue pacification qui a pratiquement fait autant de victimes que la conquête de l'Algérie par Bugeaud un siècle avant, mais sans le dire. La France n'est pas le seul pays à être intéressé par le Maroc. Quand ce partage colonial s'opère notamment par le biais d'un deal entre la France et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, dans les négociations avec la France, exige qu'une zone qui est constituée en fait de la montagne riffaine et de la côte soit laissée à l'Espagne. Pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne, qui est à Gibraltar, n'a pas envie d'avoir directement en face d'elle la France. Et l'Espagne était donc une rivale de la France pour la domination sur le Maroc. Il ne faut pas oublier qu'en 1903, l'Espagne a perdu ses dernières colonies. Elle est extrêmement affaiblie. Elle qui a eu le plus grand empire du monde n'a plus rien. Et finalement, il ne faut pas oublier que l'Espagne aussi est frustrée de ne pas avoir participé à la guerre de 14-18. Enfin, pas l'Espagne, mais les militaires, l'armée n'a pas participé. C'est un pays qui est resté en marge du conflit. Donc, ils veulent se battre et ils ont, pour le faire, ce territoire de la montagne riffaine pour relancer, si je puis dire, une forme de gloire militaire et impériale espagnole. Cette partition diplomatique entre les trois puissances coloniales et ce dépeçage du Maroc en zone d'influence s'est réalisé au mépris d'une réalité territoriale. La présence d'une revendication nationaliste riffaine incarnée par un homme, Abdelkrim El Khattabi.
c'est lui qui va commencer à propager le vent de la révolte, mais surtout arriver à réunir un certain nombre de tribus pour aller affronter de manière systématique les Espagnols. L'idée d'Abdelkrim, c'était qu'il se soulève au Rif et que puis d'autres régions du Maroc vont suivre pour parvenir à un mouvement de tout le Maroc contre l'occupant, soit français, soit espagnol. La guerre du Rif, elle est à la fois une guerre très moderne et en même temps une guerre très archaïque, très classique. Je vous l'ai dit, elle est classique dans la mesure où des populations indigènes ne veulent pas voir des étrangers les envahir. Le paradoxe de la situation est qu'elle oppose la vision passéiste coloniale d'une Europe déclinante au projet politique moderne d'Abdelkrim el-Khattabi, qui tente à l'établissement d'une république riffaine, libre et indépendante. Ce qui est important, c'est la force de l'idée de république à cette époque-là, et même de l'idée de révolution. Jusqu'au XXe siècle, l'exemple pour tous les pays du monde, si je puis dire, l'exemple de république, c'est la Révolution française. À partir de 1917 et à partir de 1919-1920, il y a deux exemples de révolution. La révolution soviétique et la révolution d'Atatürk, c'est-à-dire les révolutions d'indépendance nationale, la République nationale, Goumouriya. Est-ce que veut faire Abdelkrim? C'est une Goumouriya au Rif. Ça a une signification symbolique qui est très forte. C'est également un outil de propagande à l'époque, parce que, on va dire, une république s'est constituée dans le Rif. C'est formidable. Et donc c'est plus vendeur que de dire vous avez des guerriers rifains qui crient au djihad. Abdelkrim a fait son gouvernement à la fois parce qu'il veut une république et non pas un sultanat, et une république du Rif qui pourra devenir une république du Maghreb. L'armée espagnole va perdre en quelques jours 15 000 hommes. C'est énorme. Leurs mercenaires se rebellent contre eux, tournent leur verse. Les populations qui étaient les plus proches de l'enclave espagnole, Melilla, qui était soumise depuis très longtemps, également se retournent contre les Espagnols. En quelque sorte, c'est le pays qui se soulève contre l'Espagne, et on appelle ça le désastre d'Anoualh, parce que c'est un véritable séisme qui vient frapper l'Espagne en 1919. Alors, cette bataille d'Anoualh, autant vous dire que dans certains milieux français, on se frotte les mains en disant « Ah ah, les Espagnols, enfin dégoûtés, vont abandonner la partie ». L'impact de cette défaite militaire dépasse largement le cadre franco-espagnol. Et désormais, de par le monde, nombre de nations colonisées, renforcées par cette déroute militaire du camp occidental, expriment leur velléité d'émancipation. C'est la plus grande défaite d'une armée européenne qui a jamais eu lieu depuis le début de la période coloniale. Cette victoire marocaine d'Anoualh, c'est un coup de tonnerre dans l'ensemble du monde colonial. Atatürk, les nationalistes arabes qui sont en train de perdre le royaume arabe qui a été créé par Faysal, les Égyptiens qui sont en train de se battre pour leur indépendance, et tout un tas de peuples jusqu'en Inde, en Indonésie, dans le monde musulman en particulier, mais aussi dans le monde colonial asiatique. C'est un véritable coup de tonnerre. Cette remise en cause de la suprématie des grandes puissances au cœur des empires coloniaux s'accompagne d'un affaiblissement des démocraties occidentales. Depuis le début des années 20, le populisme et le fascisme s'immiscent au sein de l'Europe. L'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. En Italie, en octobre 1922,
Benito Mussolini renverse le gouvernement en place suite à la marche sur Rome. En Espagne, le pouvoir démocratique vacille. Dans ce contexte d'affaiblissement moral, économique, politique, l'humiliation et l'incapacité à repartir à la bataille dans le Rif donnent les mains à l'armée finalement. L'armée, c'est Primo de Rivera qui prend le pouvoir à Madrid par le coup d'État de septembre 1923. N'oubliez pas que c'est une tradition espagnole, le pronunciamiento, hein, c'est-à-dire des forces militaires. À un moment, il y en a eu plein durant tout le 19e siècle. L'Espagne, c'est un pays de coups d'État et de pronunciamiento. Hein. Pronunciamiento veut bien dire en espagnol des militaires qui se prononcent contre le pouvoir du moment. Primo de Rivera, c'est un putschiste à la fois à l'ancienne, mais dans des circonstances tout à fait modernes. Voilà. Ce qui va l'emporter, en quelque sorte, c'est l'exploitation du nationaliste espagnol contre les Moros, contre les gens d'Afrique du Nord, avec des chansons racistes, avec des expressions racistes. Les sentiments qui étaient très ancrés dans la conscience collective des Espagnols, c'était un sentiment de rejet du Marocain, du mort, el moro, non? N'oubliez pas cette vieille phrase de la Reconquête, hein, matamor, hein, tuer les morts, matamor, ça donnait chez nous, hein, matamoros, hein, il faut aller tuer les morts qui ne sont pas de bons croyants en plus. Bon, il y a toujours cette opposition religieuse. N'oubliez pas que le christianisme espagnol est un christianisme de frontières, de front. L'installation de la dictature en Espagne provoque une escalade de violence dans le conflit. Primo de Rivera place à nouveau le colonel Francisco Franco à la tête de la Légion étrangère. Le jeune officier impose un régime de terreur dans le Rif marocain. Il érige dans le sang sa légende noire, prompt à utiliser tous les moyens pour redorer le blason d'une Espagne humiliée. Les armes chimiques ont été utilisées lors de la Première Guerre mondiale. L'Espagne n'en avait pas. Par la suite, lorsqu'il y a eu la défaite annuelle, ils ont commencé à s'élever des voix qui ont demandé au Parlement, dans la presse, etc., qui ont commencé à demander pourquoi on n'utilise pas des armes chimiques. C'est la manière de finir vite avec le conflit. Dans l'Europe capitaliste de l'entre-deux-guerres, les usines d'armes chimiques tournent encore à plein régime. La guerre du Rif est une aubaine pour ces vendeurs de morts, toujours soucieux de conquérir de nouveaux marchés. En particulier le français Schneider et les frères allemands Stolzenberg. Les Allemands sont très intéressés, vous savez, ils n'ont pas renoncé à la puissance et ils continuent d'avoir beaucoup d'ambition sur cette région. Et donc ils se présentent auprès des Espagnols comme un garant et comme celui qui peut leur fournir des armes, des armements, parce qu'il lorgne d'abord sur les mines de fer, mais il lorgne aussi sur évidemment, le détroit. Les politiques des gouvernements, c'est de dissimuler ces opérations, de ne pas les laisser apparaître et en même temps de les couvrir, de les utiliser. Donc c'est pour ça que le gouvernement français, c'est très bien, il couvre la fourniture des munitions allemandes ou des réserves de gaz allemands dans sa politique de reconquête du Rif. Ça prouve que la puissance des entreprises industrielles est plus forte en profondeur que la politique gouvernementale. De Genève, on nous signale que l'Assemblée de l'Union européenne, réunissant les représentants de 27 États, reprend la discussion de la question du désarmement. Ce premier contact laisse espérer que la suite des débats
verra se réaliser la conciliation sur la double question de la sécurité et du désarmement. Pendant que les grandes puissances coloniales se perdent en conjectures, sur le terrain, les combats s'intensifient et poussent Abdelkrim el-Khattabi à interpeller la Société des Nations sur le drame qui se joue dans le Rif. Il est temps que l'Europe, qui a proclamé au XXe siècle sa volonté de défendre la civilisation et d'élever l'humanité, fasse passer ces nobles principes du domaine de la théorie à celui de la pratique. Les Espagnols croient que l'Europe les a chargés de réformer et de civiliser le Rif. Mais les Rifins demandent, est-ce que la réforme consiste à détruire des maisons en utilisant des armes interdites? Malheureusement, la mentalité de l'époque, là, c'est quand même la supériorité de l'homme blanc et le fait qu'on gaze des populations dans des colonies, il n'y a pas grand monde pour s'en émouvoir. Et puis tout ce qui intéresse de surcroît l'ASDN à ce moment-là, c'est ce qui se passe à l'Est en réalité. L'occupation française de la Ruhr, ça intéresse les Français. La défaite des armées blanches et la création de l'URSS, ça passionne et ça intéresse les Britanniques, les Français et tout le monde. C'est ça les enjeux du moment. La reconstruction en France. Bon. Donc ce qui se passe dans le monde colonial, honnêtement, nous, ça nous paraît peut-être a posteriori très important, mais à l'époque, ça passe sous les radars, d'autant plus qu'il n'y a pas d'informations qui circulent. N'oubliez pas qu'avec le retrait des États-Unis, ou disons la non-implication des États-Unis dans la Société des Nations, les deux maîtres du jeu pendant longtemps, puis en cette période jusqu'au milieu des années 20, c'est la France et la Grande-Bretagne. Et comme la France et la Grande-Bretagne utilisent un peu l'Espagne dans le renouveau de leurs oppositions coloniales, elles se taisent. D'autant plus que ça voudrait révéler que les Allemands sont déjà en capacité d'aider à nouveau, Allemands qui auraient dû être tranquilles et immobiles après leur défaite de 1918-19, que les Allemands sont de nouveau actifs. Donc ça aurait été encore un aveu de faiblesse, alors qu'on veut montrer justement aux puissances indigènes, aux pays indigènes, qu'ils doivent se soumettre à ceux qui ont défendu les valeurs de liberté, de démocratie pendant le conflit mondial. Depuis la Révolution russe, deux visions du monde s'opposent. Et désormais, à travers toute l'Europe libérale, l'idéal socialiste se répand. On va avoir à ce moment-là un petit parti communiste français qui existe, qui a été créé au Congrès de Tours, mais qui ne représente pas une grande force politique, qui va jouer cette carte anticoloniale contre, et qui va jouer en fait sur le pacifisme de l'opinion française au lendemain de la guerre de 14 pour dire non, on ne va pas faire une guerre. L'émergence du communisme, c'est les jeunes, c'est ceux qui ont 20 ans. Bon. Et ceux qui ont 20 ans adhèrent en quelque sorte au mouvement de l'internationale communiste et l'utopie, sont portés par l'idée révolutionnaire. Le Parti communiste français, qui est dans la ligne du parti de l'Union soviétique, va appliquer les consignes du Parti communiste soviétique et l'Union soviétique, qui est de porter la lutte contre les capitalistes et l'impérialisme là où ils pourraient être les plus faibles, c'est-à-dire dans les colonies. En France, ce renouveau est incarné par Jacques Doriot, responsable des jeunesses communistes qui, dans l'Humanité, exprime fermement son rejet du système colonial. Nous, communistes, saluons la brillante victoire du peuple marocain sur les impérialistes espagnols. Félicitons son vaillant chef, Abdelkrim, espérant qu'après la victoire définitive sur l'impérialisme espagnol, il continuera en liaison avec le prolétariat français et européen la lutte contre tous les impérialismes, français compris, jusqu'à la libération complète du sol marocain. Paris est devenu un peu, entre 1919 et 1939, le centre, l'épicentre de l'anticolonialisme dans l'entre-deux-guerres. Et Abdelkrim, dans les années 1924-25, va justement utiliser, si possible, ces réseaux anticolonialistes qui forment des associations, des groupements, évidemment surveillés comme le lait sur le feu par la préfecture de police et par d'autres organismes sans doute. Et le comité qui est fondé, il s'appelle le Comité contre la guerre du Rif et de Syrie. On l'oublie toujours, ça.
Et c'est la CGTU, le syndicat rouge, qui mobilise. Et c'est pour ça qu'en 1925, il y a pratiquement la seule grande grève anticolonialiste qu'il n'y a jamais eu en France. La revendication communiste va être d'autant plus violemment matée que sur le terrain des opérations militaires, les forces d'Abdelkrim n'ont de cesse de progresser. Et désormais, ce n'est plus seulement l'Espagne qui est menacée, mais également les intérêts français au Maroc. Au fur et à mesure que la guerre dans la partie espagnole du Maroc va se développer, que l'IOT progressivement va anticiper le débordement de ce conflit sur la partie française, et là va commencer à demander des renforts. Si symboliquement Abdelkrim arrivait à Fès, il se ferait proclamer sultan. Et là, ça risquerait de déstabiliser et d'entraîner dans la tourmente l'ensemble du Maroc qui pourrait se soulever au nom du nouveau sultan. Donc l'objectif impératif de l'IOT, c'est d'empêcher des infiltrations et de bloquer une descente des tribus rifènes, si l'idée leur en prenait, vers le sud. Lorsque le choc inévitable se produit le 13 avril 1925, un choc d'une violence, on a vu ce qui s'était passé en Espagne, sur la zone espagnole, un choc d'une grande violence militaire, l'IOT n'a pas suffisamment de troupes pour encaisser cette avalanche rifène. Et là, les Français se retrouvent empêtrés dans une affaire, dans une guerre qui maintenant a débordé sur la zone française et qui risque, par contamination, de donner des idées à beaucoup de monde au Maroc, dans le Moyen Atlas et dans le Haut Atlas notamment. Évidemment, à Paris, vous avez un certain nombre d'officiers, un certain nombre de personnalités politiques, et notamment Pétain et d'autres, qui enfin tiennent l'occasion de se débarrasser de l'IOT. Et donc, ils trouvent des forces dans la coalition parlementaire, dans le gouvernement, pour le soutenir contre ce général de droite monarchiste qui, en plus, a failli. Débarrassé de l'IOT, Pétain a désormais le champ libre au Maroc. Rapidement, le général républicain fait le choix de consolider la domination coloniale française en s'alliant avec le dictateur espagnol Primo de Rivera. Le 8 septembre 1925, une coalition militaire franco-espagnole débarque dans la baie d'Al Hoceima. Le débarquement d'Al Hoceima, c'est le premier débarquement aéronaval organisé dans le monde et qui va servir de répétition à ce que les Américains, notamment, feront d'abord en Afrique du Nord et puis surtout en Normandie. C'est une manière pour l'armée française, qui est la première armée du monde à l'époque, de montrer au monde, et notamment aux Allemands, de transmettre un message de puissance et de technologie, etc., de performance, cette fois-ci avec des moyens aériens. L'alliance de la République française et de la dictature espagnole sonne le glas des velléités d'émancipation démocratique rifène. Les troupes d'Abdelkrim sont défaites en quelques mois. Sa reddition le 26 mai 1926 signe le début de son exil. En France comme en Espagne, à un moment, le règlement favorable des conflits coloniaux va naturellement apaiser un peu les oppositions et va faire en sorte que peu à peu, dans les écoles et ailleurs, en France comme en Espagne, les espaces coloniaux donc, sont un motif de fierté. Parce que c'est un phénomène concurrentiel. L'impérialisme de meute a fait en sorte que, comme des chiens d'une meute sont concurrents les uns contre les autres pour débusquer le cerf le plus vite possible et à leur avantage, et bien là encore, cet impérialisme de meute, il donne tout d'un coup aux populations l'idée que on a gagné. La guerre du Rif aura été le révélateur d'une Europe malade, arc-boutée sur son passé colonial, embourbée dans ses luttes d'influence et sclérosée par la montée du fascisme. Une Europe plus prompte à moderniser ses armes qu'à pacifier son avenir.
et qui creuse le lit de la Seconde Guerre mondiale en expérimentant ce qu'il y a de pire sur un peuple enclin à la démocratie. S'il était vrai qu'il y ait des brutalités organisées par un individu ou deux, le calme rétabli dans les 2 jours, 3 jours qui suivent une arrestation, que pour faire parler un coupable il soit torturé, ce serait intolérable. C'est pas concevable, même si ça ne se produit qu'une fois. Il y a des méthodes que les autres emploient, que nos adversaires emploient. Mais même dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur répondre par la même méthode. La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme. Eh bien, un de ses fils n'a pas le droit de salir l'honneur de la France. Derrière ces mots forts prononcés par le président du Conseil Guy Mollet, sommé de répondre aux accusations de la presse sur l'usage de la torture en Algérie par l'armée, se cache un glissement de l'histoire de France, l'abdication du pouvoir politique face au pouvoir militaire en Algérie. Algérie calme et heureuse. Ici, avec sa vocation millénaire, 2 communautés fraternellement unies. La France est ici pour toujours, avec son armée. Sous ce tableau idyllique dressé par la propagande d'État, se joue depuis novembre 1954 une réalité bien plus sombre, celle de la guerre. Dans ce conflit colonial, l'armée française peine à venir à bout de la guérilla du FLN, le Front de libération nationale algérien, et la Grande Muette est prête à tout pour rétablir l'ordre. Il faut cacher cet état de gravité de la situation. On va dire simplement que ce sont des opérations de maintien de l'ordre. Et si on passe dans un état de guerre, et on ne peut pas se déclarer la guerre à soi-même, l'Algérie, c'est la France en tant que telle, donc il faut un cadre particulier, et c'est là, en partir d'avril 1955, qu'est inventé l'état d'urgence. What the state of emergency does in practice is certify already a state of affairs in which soldiers on the ground in Algeria are engaged in a whole gamut of operations targeting the population. So I think it can be seen as the first in a series of measures that essentially displace from civilian authorities in Algeria their responsibility for maintaining control of the population and for maintaining order. Cette première étape de l'affranchissement du pouvoir civil au profit des militaires favorise implicitement la généralisation de l'usage de la torture dans le conflit algérien. En fait, dès janvier 1955, il y a des articles qui paraissent dans la presse et qui dénoncent très fermement la pratique de la torture. En fait, à l'époque, c'est une pratique de la torture par les policiers contre des conseillers municipaux, des militants nationalistes. Et c'est une pratique finalement qui s'inscrit dans une histoire coloniale plus longue. Dès janvier 1955, Claude Bourdet, journaliste et ancien résistant, dénonçait déjà dans l'article « Votre Gestapo d'Algérie » les pratiques de l'armée française. Le supplice de la baignoire, le gonflage à l'eau par l'anus, le courant électrique sur les muqueuses, les aisselles ou la colonne vertébrale sont les procédés préférés car ils ne laissent pas de traces visibles. Au Palais d'été à Alger, le président Guy Mollet accueillait M. Robert Lacoste, qui, ayant accepté le poste de ministre résident en Algérie, venait prendre ses fonctions. Dans le calme rétabli, on peut penser que M. Robert Lacoste va créer un climat d'entente dans une Algérie unie.
La nomination de Robert Lacoste marque un tournant majeur dans le conflit algérien. Au mépris des idéaux du parti auquel il appartient, ce socialiste de longue date se révèle un féroce colonialiste et un partisan acharné du maintien de l'ordre. Nous allons résister sur le plan militaire à l'attaque. Nous allons, par des moyens légaux, défendre l'ordre et nous allons bâtir dès maintenant une Algérie meilleure, preuve que nous voulons que l'Algérie demeure française. Maintenant, il faut préparer une autre loi qui va donner plus de pouvoir pour être plus efficace et donner plus de pouvoir acquis, évidemment, c'est aux militaires. Et donc, c'est la fameuse loi sur les pouvoirs spéciaux qui est préparée donc, avec Robert Lacoste en particulier et qui va être votée dès mars 1956. Ce gouvernement socialiste, bénéficiant des pouvoirs spéciaux votés d'ailleurs avec l'accord du Parti communiste, vont les utiliser dans le sens de la plus terrible répression. Et un gouvernement de droite n'aurait pas appliqué une politique plus violente. On ne peut pas dire que l'armée a violenté le pouvoir politique, on peut dire qu'il y avait convergence de fait et qu'il y avait complicité de fait. So the special powers voted to the Mollet government in the spring of '56 indeed represents another step en route to an autonomization of military activity in Algeria and an intensification of repression. Pour la plupart des soldats du contingent, c'est la première traversée. Mais le goût du nouveau, l'ambiance de l'unité, la présence des cadres et la flamme de la jeunesse font taire bien vite les appréhensions du voyage. Des dizaines de milliers de jeunes Français sont envoyés sur le front. C'est une trahison d'État pour toute une génération d'appelés au service militaire qui se trouvent du jour au lendemain complices d'une action répressive brutale, entachée d'illégalité. L'armée considère que le FLN, le Front de Libération Nationale, fait régner la terreur en Algérie et que le seul moyen de gagner la guerre, c'est de lui opposer une contre-terreur. Donc la torture est un élément, un ingrédient, un instrument extrêmement efficace parce qu'elle terrorise la population. Et c'est en ce sens qu'il faut dépasser le but premier qui est le renseignement, parce qu'en fait, qu'il soit valable ou pas, finalement, le but demeure, le but ultime demeure. Il faut que les Algériens aient peur. Nous sommes loin de la pacification pour laquelle nous avons été rappelés. Nous sommes désespérés de voir jusqu'à quel point peut s'abaisser la nature humaine et de voir des Français employer des procédés qui relèvent de la barbarie nazie. Les jeunes soldats qui viennent faire leur service militaire, donc qui ne sont vraiment pas prêts à ce type de répression de situation, tout d'un coup sont confrontés à l'horreur absolue. À la fois torture, exécution sommaire, et donc là on a ce règne de l'arbitraire qui se met en place à ce moment-là. Est-ce que le pouvoir politique savait ce que faisait l'armée? Est-ce que le pouvoir politique était au courant que des soldats français pouvaient être amenés à torturer, alors que c'était interdit? Bon, c'est une question fondamentale. La réponse n'est pas très simple. En réalité, ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre de ministres, dont Robert Lacoste, le ministre résident, mais il n'est pas le seul, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, évidemment, sont aux premières loges de ces questions, sont au courant et laissent faire, pourvu qu'on n'en parle pas trop, pourvu que ça ne s'ébruite pas trop, et pourvu que l'efficacité de ces méthodes soit prouvée. La priorité, c'est de gagner la guerre, il n'y a aucun doute là-dessus, et donc la question de la torture est une question marginale en fait. Donc oui, ils savent, oui, ils couvrent, et oui, ils sont aussi mis devant le fait accompli pour un certain nombre de choses par les militaires. Le silence complice des plus hautes autorités de l'État face à l'usage de la torture est une porte ouverte pour les militaires. Désormais, l'armée réclame plus de moyens et de pouvoir pour mater les rebelles du FLN qui ont investi Alger, la capitale. Robert Lacoste
est de plus en plus confronté à une situation impossible, puisque d'un côté, la violence du FLN ne cessait d'augmenter, et de l'autre, les réactions prévisibles n'étaient plus seulement le fait de civils excités, mais également de militaires. Donc cela voulait dire que si Robert Lacoste ne trouvait pas un moyen de mettre fin à cette situation impossible, eh bien, il y aurait soit une victoire du FLN, soit un putsch militaire plus ou moins rapproché. It's this context which lies behind the decision on the part of Guy Mollet and Robert Lacoste to attribute to General Jacques Massu and the 10th Parachute Division expansive, practically unlimited powers to conduct policing operations in the Algerian capital. Janvier 1957 est un tournant majeur dans la guerre d'Algérie. Les chefs militaires n'ont pas besoin de l'usage de la force pour prendre le pouvoir, le gouvernement le lui sert sur un plateau. Et sous les ordres du général Massu, la faction la plus dure de l'armée prend les opérations en main à Alger. L'armée française est marquée par une série de défaites. Défaite de 1940, défaite de Dien Bien Phu et perte de Indochine. Et quand la 10e DP arrive en Algérie, elle n'a qu'une seule envie, c'est la victoire, mais à tout prix, et certainement pas céder aux politiques. C'est leur victoire et c'est eux qui doivent la faire. Le FLN a décidé de commettre des attentats dans les dancings, dans les cafétérias, à Alger. Et donc de semer la terreur parmi les Français d'Algérie. Donc on met vraiment tous les moyens pour écraser le FLN à Alger. À Alger, un imposant dispositif militaire a été mis en place sous les directions du général Massu, chargé de maintenir l'ordre dans la ville. De multiples contrôles destinés à filtrer les suspects sont opérés dans les différents quartiers et dans la banlieue. Plus de 5000 hommes, appuyés par de solides réserves, veillent ainsi à la sécurité des Algérois. La bataille d'Alger, ce n'est pas une bataille de deux armées face à face. C'est une armée qui déclare la guerre à une population. Il y a à l'intérieur des réseaux du FLN à Alger quelques centaines d'éléments armés, très peu. Donc contre quelques centaines d'Algériens, l'armée française va étendre sa répression à la totalité de la population algéroise. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, tous les Algériens croisés dans la rue sont potentiellement suspects, probablement la plupart du temps contrôlés. Beaucoup sont arrêtés et beaucoup sont emmenés dans les centres d'internement, pour ne pas dire les centres de torture immédiatement. En mars 1957, dans une note de service classée secret défense, le général Salan, chef militaire de l'armée française en Algérie, justifie ainsi l'usage de la torture. Tout individu appréhendé doit être soumis à un interrogatoire aussi serré que possible. De récentes expériences effectuées dans certaines régions ont mis en lumière le parti qui pouvait être tiré, surtout dans les villes, d'interrogatoires poussés à fond et immédiatement exploités. On veut des renseignements et on veut terroriser. Donc c'est le même moment où on va rationaliser l'usage de la torture, le justifier, pousser assez loin les justifications théoriques en fait, de cette arme, de ce qui est considéré comme une arme efficace pour gagner un type de guerre particulier, une guerre contre le terrorisme urbain. C'est désormais un véritable système tortionnaire qui est à l'œuvre. Des centres où l'on torture jusqu'à l'aube, des exécutions sommaires par centaines, des suspects jetés à la mer par hélicoptère. La violence arbitraire de l'armée atteint alors son apogée. Vous reconnaissez, et vous le dites, vous l'avez écrit, là, vous reconnaissez qu'il y a eu torture. Quand j'ai été plongé dans cette affaire algéroise, tout naturellement, mes subordonnés étaient préparés à utiliser le même procédé de question par force qui paraissait à tous indispensable pour obtenir d'urgence des renseignements permettant d'empêcher la suite carrière des attentats.
Je ne considère pas que ce procédé, vous savez, soit, malgré le mot affreux dont on le qualifie, soit plus inhumain que de balancer des bombes sur les populations. « 57, c'est vraiment un moment de grande émotion publique parce que là, vraiment, on a plein de sources différentes dans différents endroits d'Algérie, différents types de témoins qui dénoncent en fait cette violence. La presse, et notamment le journal Le Monde, se situe sur le plan des valeurs de la France, des droits de l'homme, de la France des droits de l'homme, qui ne peut pas se compromettre dans ce type de pratique. Le 13 mars 1957, Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde, s'émeut. Dès maintenant, les Français doivent savoir qu'ils n'ont plus tout à fait le droit de condamner dans les mêmes termes qu'il y a 10 ans les destructions d'Oradour et les tortionnaires de la Gestapo. Quand le gouvernement se sent attaqué par la presse, il peut attaquer la presse. Et en l'occurrence, ce qui est vraiment l'expression de l'époque, c'est atteinte à l'honneur de l'armée. Donc, tout ce qui viserait à atteindre à l'honneur de l'armée, à salir l'honneur de l'armée, est susceptible des tribunaux. Face à ces dénonciations de la presse écrite, l'armée riposte aussi sur le plan médiatique. La propagande officielle s'intensifie et déroule son discours civilisateur et colonialiste. C'est absurde de dire qu'on fait la guerre ici. On fait la paix. Ah oui, la pacification. Mais oui, la pacification. Cigarette? Non, merci. On nous appelle les forces de l'ordre parce que nous luttons contre des assassins, des pillards, des voleurs. Une bande de fanatiques qui cherchent à affirmer son pouvoir par la force. Mais depuis 24 mois que je suis dans le bled, j'ai compris ce que ça voulait dire, la civilisation française. Nous ne faisons pas la guerre ici. Nous cherchons à gagner, ou plutôt à regagner les cœurs et les âmes. C'est ça qu'il nous faut conquérir. Au milieu de ce concert de mensonges, un représentant de l'État français va, au nom des valeurs de la République, faire preuve de dignité et de courage. C'est anonyme la torture, ce sont des gens qui entrent et qui sortent, et auxquels on livre un homme entièrement désarmé, la véritable humiliation, et ça... Moi, je m'excuse de dire ça, enfin, y étant passé, je me souviens de la tête de ceux qui m'interrogeaient, et de ce qu'il pouvait y avoir chez ces hommes de mépris d'eux-mêmes, et un mépris d'eux-mêmes qu'ils appliquaient à celui qu'ils torturaient. La personnalité de Paul Tedjen nous réconciliait un petit peu avec le personnel politique. En réalité, c'était un haut fonctionnaire, c'était pas un politique d'ailleurs. Avec le personnel civil de l'Algérie française, il va d'une façon spectaculaire démissionner pour dénoncer ces pratiques. C'est un signe de la déliquescence du pouvoir politique. Sa faible personne ne pouvait suppléer toutes les capitulations des ministres à Paris ou de Robert Lacoste. Le 8 février 1958, l'armée française bombarde le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef, tuant 70 personnes, dont 12 élèves d'une école primaire. Les réactions internationales dénonçant ce drame sont unanimes. Désormais, la France est isolée au sein même de l'ONU. À l'Assemblée nationale, le gouvernement est démis et l'armée française se fait de plus en plus menaçante face à la République. En témoigne ce télégramme du général Salan, en date du 9 mai 1958, adressé au président de la République. La crise actuelle montre que les partis politiques sont profondément divisés sur la question algérienne. L'armée française, d'une façon unanime, sentirait comme un outrage l'abandon de ce patrimoine national. On ne saurait préjuger sa réaction de désespoir. C'était la première fois que l'armée sortait ouvertement de sa compétence militaire pour empiéter sur le terrain politique. Et donc, à partir de là, on voit que l'équilibre qui avait été tant bien que mal maintenu entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire
était en train de disparaître. Le 13 mai, le ton monte à Alger. La France n'a pas de gouvernement. Tout en d'elle-même, elle chancelle au bord d'un précipice que la faiblesse de nos institutions a laissé s'entrouvrir sous ses pas. La France est faible et l'Algérie a peur. Le général Massu, avec le général Salan, s'est décidé à constituer un comité de salut public pour rétablir l'ordre et pour calmer les manifestants. Il a annoncé que le comité de salut public serait formé jusqu'à ce que Paris désigne un gouvernement de salut public. Donc un gouvernement qui ferait de la défense de l'Algérie française sa priorité intangible. On a des gaullistes qui sont présents en Algérie et qui vont travailler en quelque sorte auprès des mouvements ultra de l'Algérie française pour essayer de faire en sorte que le général de Gaulle, son nom circule, qu'il apparaisse comme quelqu'un qui soit effectivement l'homme providentiel. Une foule s'est rassemblée sur le forum face au ministère de l'Algérie afin d'entendre une déclaration du général Salan. Ce dernier a notamment affirmé: nos amis, je crie vive la France, vive l'Algérie française, vive le général de Gaulle. Le général Salan crie vive le général de Gaulle. Et à ce moment-là, eh bien, il a rompu avec la légalité. Donc à partir de là, en effet, les généraux ont accaparé tous les pouvoirs, militaires et civils. Le général de Gaulle répond à l'appel des militaires putschistes d'Alger. Il sait alors que dans ses propres réseaux a été mis au point un plan pour renverser la 4e République. Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Cette opération résurrection, là, elle commence à se mettre en place, quasiment, avec la prise, en particulier, de la Corse. Ajacciens, nous sommes en train de vivre des moments historiques comme il ne s'en passe pas plusieurs fois dans l'histoire d'une nation. On est finalement face à un ultimatum qui est posé au pouvoir politique. Si vous ne ramenez pas le général de Gaulle, là, on va renverser même la métropole. La 4e République s'effondre et capitule sans combattre. C'est ainsi qu'au début du mois de juin 1958, de Gaulle est investi par l'Assemblée nationale au poste de président du Conseil. Dans la nuit, un concert de klaxons emplissait les Champs-Élysées. Bruyant symbole de contentement et d'espoir. On sait aujourd'hui que si l'Assemblée nationale n'avait pas investi de Gaulle, les plans de débarquement étaient prêts, et donc il y aurait eu un parachutage de soldats Algérie française sur la capitale, et donc une forme de coup d'État militaire. Comme l'avait dit Pierre Courtade, qui était éditorialiste de l'Humanité à l'époque, de Gaulle a été élu par un certain nombre de députés et puis plusieurs régiments de parachutistes. Des militaires factieux ont imposé de Gaulle à la tête de l'État. Pourtant, l'histoire retiendra que leur dessein d'Algérie française sera anéanti par celui qu'ils avaient promu. Mais avant que de Gaulle n'accorde l'indépendance au peuple algérien, la torture restera une pratique généralisée pendant 4 longues années, jusqu'à la fin du conflit en septembre 1962, entachant à jamais les valeurs de la République. Je vous ai compris.
16 attentats en Corse, mais aussi un à Marseille et un à Nice cette nuit. Tous ces attentats ont été revendiqués par le Front National de Libération, un mouvement clandestin jusque-là inconnu. Les nuits du 4 et 5 mai 1976 voient la naissance du FLNC. S'ouvrent alors pour la Corse près de 40 années de lutte et de violence qui vont opposer le gouvernement français aux indépendantistes. L'affirmation de ce mouvement clandestin est le fruit d'un long processus qui trouvera ses racines dans la nature des relations qui lient l'État centralisateur français à l'île. La Corse, pour les continentaux, c'est avant tout un pays merveilleux, le pays des vacances éternelles. Mais derrière ce décor paradisiaque se cache une réalité moins souriante. L'un des plus grands départements français est pauvre, son économie n'est guère florissante, la vie y est chère. De 300 000 habitants il y a un siècle, ils ne sont plus guère que 160 000 à demeurer dans l'île. Je pense que cette Corse-là, c'était une Corse tellement de la fatalité qu'elle vivotait. Il y avait un système claniste qui alimentait quelques emplois, etc. Il n'y avait pratiquement rien. Vous savez qu'il n'y avait pratiquement pas de production autre que familiale. Donc une situation extrêmement précaire, avec probablement un revenu par tête qui est peut-être la moitié du revenu national. En 1957, l'État français met en place un plan d'action régional qui laisse entrevoir l'espoir d'un développement économique de l'île. Pourtant, dès l'année suivante, les annonces de la suppression du chemin de fer, l'installation d'une base d'essai nucléaire à l'Argenteuil et l'accroissement de la misère entraînent une première vague de revendications qui trouve son apogée dans le mouvement du 29 novembre 1959. Donc vous avez là 4 à 5 points ponctuels, chemin de fer, canal, Argenteuil, qui aggrave la situation, le sentiment d'être une île abandonnée. Et puis comme ça n'aboutit pas et que ça s'aggrave, alors après vous entrez dans une phase qui est une phase régionaliste avec disons, la revendication des intérêts de la Corse. L'accord sur l'Algérie est réalisé. Monsieur Louis Joxe est venu faire à l'Élysée avec messieurs Robert Buron et Jean de Breuil, en présence du Premier ministre, la relation des entretiens tenus avec les délégués du GPRA. Alger, cependant, et toutes les grandes villes d'Algérie vivent l'attente du grand tournant dans un climat difficile. La fin de la guerre d'Algérie en mars 1962 change durablement la donne pour la Corse. La France doit désormais trouver un point de chute aux Français d'Algérie et aux Pieds-Noirs. Le Sampiero-Corse déverse ainsi sur le port insulaire des flux d'exilés. Du simple fonctionnaire au grand propriétaire foncier, ils sont environ 16 000, soit 10% de la population de l'île. Il faut penser la politique de rapatriement comme une urgence d'État. L'État pense le rapatriement à l'échelle du million de rapatriés et organise son retour à la paix sociale et à l'emploi extrêmement rapidement, sans jamais réellement se préoccuper de la façon avec laquelle la population locale vit cette politique absolument exceptionnelle de réinstallation. Cette arrivée, elle correspondait aux objectifs qui étaient fixés dans le plan d'action régional. Donc, il parlait bien de colonisation agricole. Et veut dire, les capacités techniques et l'expérience très supérieure des Algériens, enfin des rapatriés d'Algérie par rapport aux agriculteurs locaux, faisaient qu'ils étaient en quelque sorte des acteurs rêvés pour mener à bien le renouveau agricole de la Corse.
Et c'est ça qui va accaparer les esprits. Disons, dans la propagande ou dans l'expression collective du mécontentement, le phénomène pied noir prend le dessus sur les revendications ponctuelles que j'évoquais. Dans cette plaine, la seule de l'île, c'est depuis 5 ans une véritable révolution dans le paysage. Les vignes, les pêchers, les orangers ont chassé les maquis, les cailloux et les marécages de cette région où il y a 10 ans encore, le paludisme ravageait la population. De cette métamorphose, les pieds noirs sont les principaux artisans. La plaine orientale était un no man's land. Il a fallu défricher, créer des barrages, créer des réseaux d'irrigation, créer des bâtiments d'exploitation, financer les tracteurs, tout ce que vous voulez. On crée donc ces deux sociétés d'économie mixte, la Société de mise en valeur agricole de la Corse et la Société d'équipement touristique de la Corse, qui sont rapidement au centre de bien des polémiques. Lorsque la Somivac était en train, je dis bien était en train, d'appliquer son programme de mise en valeur à la fois hôtelier et agricole, pression du ministère des Rapatriés, le ministère des Rapatriés dit maintenant faites un effort, il faut quand même accepter un quota de pieds noirs qui a été une enveloppe enlevée à la globalité, voyez, et qui a été perçue comme un détournement de fonds, pour ainsi dire. En 1962, à Ghisonaccia, la Somivac, sur 18 lots, en accorde 16 à des rapatriés. En 1965, le directeur de la Somivac annonce plus de 100 lots distribués, dont la moitié à des rapatriés qui n'ont pas d'origine corse et 20% à des rapatriés d'origine corse. C'est l'exemple le plus représentatif de cette politique de réinstallation où l'État met en place des structures, des prêts aidés, des crédits, et une politique de réinstallation immédiate qui se fait sans associer la population locale et sans lui faire bénéficier des mêmes aides. Par exemple, vous, si vous aviez été rapatrié, qu'est-ce que vous auriez eu en plus sur votre exploitation? Eh bien, j'aurais eu tout. J'aurais eu le matériel, j'aurais eu la mise en valeur, j'aurais eu l'habitation, j'aurais eu les frais d'installation, j'aurais tout eu. J'aurais eu l'achat des plants. Ce qui ne s'est pas produit pour nous, vous voyez. Ce qui va ressortir, c'est le sentiment de frustration, c'est le sentiment de spoliation. D'autant plus que sur ces exploitations modernes, est-ce qu'il y a des Corses qui travaillent? Non. Les rapatriés ont fait venir la main-d'œuvre d'Algérie ou du Maroc. La Corse a l'impression longtemps qu'on l'abandonne, donc elle demande qu'on fasse quelque chose pour elle. Puis quand arrive le plan d'action régional, quand arrivent les rapatriés, quand arrive la décolonisation et ces aspects de recolonisation, interprétés comme des aspects de recolonisation, elle dit ça y est, maintenant c'est même basse sur une île. Même basse sur une île, c'est-à-dire que la Corse est exploitée, elle est colonisée par la France. Là, vous êtes vraiment en situation de mouvement de bascule. Cette bascule s'affirme autant par un mécontentement sociétal qui n'a de cesse de croître, que par la naissance de plusieurs mouvements régionalistes. Désormais, le malaise corse est perçu de manière politique. Dans l'ensemble des organisations qui prétendent redéfinir le lien existant entre la Corse et la République française, la première qui véritablement veut s'affirmer en tant qu'organisation de masse, c'est l'Action régionaliste corse qui est créée en 1967. Ça, c'est certain. Je veux dire, avant cela, on a beaucoup plus des comités ou des clubs que des organisations de masse. Je voudrais vous dire que nous espérons que la mise sur la place publique de toute cette turpitude morale, généralisée et quotidienne, j'insiste, dont souffre la Corse, j'espère que cela vous donnera une nausée salutaire et pourquoi pas peut-être salvatrice. Dans les discours de l'Arc, on voit très bien que le régionalisme, ce n'est pas le régionalisme tel que l'entend le gouvernement français de l'époque. C'est un régionalisme qui est plutôt sur le modèle italien, où les régions disposent de pouvoir d'intervenir dans le domaine législatif déjà. Ça va beaucoup plus loin qu'une régionalisation dite fonctionnelle, telle que celle que promeut le gouvernement français dans les années 50 et 60. C'est une nouvelle forme de gérer le territoire français en donnant davantage de responsabilités aux acteurs, aux régions, aux élus régionaux. C'est la raison pour laquelle on demande une assemblée régionale élue au suffrage universel.
Il faut ouvrir l'université, il faut rendre la langue obligatoire, il faut faire en sorte que les terres ne profitent qu'aux Corses. Ça aussi, corcisation des emplois. La Corse aux Corses. Depuis quelques années, la Corse a vu arriver beaucoup d'argent. Celui de l'État, celui de sociétés privées et surtout celui de nouveaux venus, les pieds noirs qui ont même fait venir des ouvriers arabes. Aujourd'hui, les Corses réagissent. Violemment même, comme à Prunelli di Fiumorbe, au cœur de l'Alpène orientale, où le plastique a frappé 3 fois, 3 maisons sur des lots de la Somivac, la société de mise en valeur agricole de la Corse, et qui devait être emménagée par des pieds noirs. Le passage d'une conscience régionale avec fort mouvement revendicatif commence à s'accompagner d'actes de violence assez tôt. D'actes de violence, mais qui ne sont pas le fait d'une globalité, qui ne sont pas le fait qui sont ponctuels. Et ces premiers actes de violence qui surprennent d'ailleurs en Corse, c'est la manifestation de plasticage de fermes, plasticage d'un local de la Somivac. Il y a des gens qui ont commencé à s'organiser, surtout sur la région de la Plaine, hein, qui ont commencé à poser le problème. Hein. Il y a beaucoup de gens qu'on va retrouver à l'Arc, qu'on va retrouver à FLNC, qui se sont battus, commencé à se battre en portant atteinte à certains intérêts. Hein. Ce n'est pas des attentats massifs, c'est des formes de protestation avec sur les murs la Corse aux Corses, etc., colons forts. C'est l'expression de cette frustration dont je parlais tout à l'heure, mais ce n'est pas encore, l'attentat n'est pas encore en soi une démarche politique. Ça n'a rien à voir avec les fameuses nuits bleues qu'on aura dans les années 70 et qui, elles, sont une stratégie politique. Dans ce contexte, le gouvernement français commande à un groupe de chercheurs américains un rapport secret. Cette étude économique, survol de la France, propose plusieurs scénarios, dont celui de la baléarisation de l'île, et c'est cette option radicale qui est retenue par l'État. Rendu public par l'Arc, ce rapport va avoir l'effet d'une bombe à retardement. Ce rapport, dit-il, si l'on veut développer la Corse, il faut, pour cette île, une immigration massive qui, à très court terme, devra porter la population à 150 000 habitants. Nous sommes même pas 250 000 à l'époque. Le rapport d'une seule institut dit, si on va comme ça, la Corse va devenir une réserve d'Indiens. Réserve d'Indiens, pourquoi? Parce que les Corses ne vont pas profiter de ces nouvelles structures hôtelières. Ce n'est pas eux qui vont en profiter, ni au point de vue du capital qui est investi, ni au point de vue du personnel. Le personnel, on fait venir de l'extérieur. C'est ça la France prométhéenne, de ce que j'appelle la France prométhéenne, c'est de croire que le développement en général, qu'il soit agricole, qu'il soit touristique, qu'il soit celui de cette France très sûre d'elle dans les 30 Glorieuses, c'est de croire que tout cela va apporter la paix des populations qui ne rêvent que d'avoir de l'argent et du développement économique. Et ça se fait évidemment au détriment de quelque chose que l'État ne perçoit pas, qui est celui de l'identité régionale et locale. Pour couronner le tout, je dirais, va se greffer l'affaire des Beaux-Rouges, et qui finit par mettre le feu aux poudres. Tous les jours, ce petit pétrolier quitte le port italien de Scarlino. 2 heures plus tard, il déverse 1500 tonnes de déchets entre le Cap Corse et l'île italienne de Capraia. À la fin de l'année, plus de 350 000 tonnes de ces boues seront déversées là. Lorsqu'on découvre qu'il y a pollution qui menace justement les côtes corses, les pêcheurs et toute une vie locale qui a sa logique et qui vivait del suo, pour ainsi dire, comme on dit, qui vivait de son propre revenu, il y a là la rencontre entre une réaction de protestation, d'indignation de la population. Comment la Corse est un dépotoir. C'est une mobilisation qui rassemble énormément de monde, bien au-delà des quelques régionalistes. Mais malgré tout, ce sont ces mobilisations qui permettent notamment à Edmond Simeoni d'apparaître comme un
peut-être un personnage majeur pour la politique en Corse. Il permet de mettre en valeur sa détermination et aussi peut-être sa sagacité, puisque lors d'une manifestation, je crois que c'était en janvier 1973, les manifestants ont envahi la sous-préfecture et ont failli lyncher le sous-préfet. C'est Edmond Simeoni qui a sauvé le sous-préfet. S'il y a eu des heurts entre policiers et manifestants, ça démontre quand même l'esprit des Corses en ce moment. C'est parce qu'ils en ont quand même marre. Les Français nous ont pris notre langue. Ils nous ont pris notre terre. On n'a rien fait. Comme en Bretagne. Et maintenant, ils vont nous prendre notre mer. Et ils veulent qu'on ne fasse rien. Cette crise des bouts rouges, elle met aussi, comment dire, elle est aussi au centre d'un événement important. C'est une action d'éclat de la première organisation clandestine, on dira significative, le Fronte Paesano Corso di Liberazione, qui plastique un des navires de la compagnie italienne Monte di Son. Le FPCL enchaînera plusieurs attentats et revendiquera la première nuit bleue de l'île le 4 janvier 1974. Un autre mouvement clandestin, Giustizia Paolina, marquera les esprits avec le plasticage d'une caravelle sur l'aéroport de Bastia. Désormais, la violence clandestine s'invite dans le débat corse et fait évoluer la dialectique. Autonomie, le mot est lâché. Aujourd'hui, la revendication est politique. La solution choisie, c'est l'autonomie, à ne pas confondre avec l'indépendance. C'est un cadre institutionnel qui permettrait aux Corses, tout en restant dans la légalité française, de décider eux-mêmes de leur destin. Donc Adia Madio Gastellare, un texte qui est publié à l'initiative surtout de la tendance, on dira, socialisante du régionalisme, marque le basculement vers l'autonomisme. Quand on dit passage du régionalisme à l'autonomisme, moi je pense que c'est surtout la grande différence qualitative, c'est l'affirmation du peuple corse et de ses droits nationaux. C'est là où il y a une vraie différence avec Adia Madio Gastellare et avec le basculement aussi de l'ARC, qui devient d'Action régionaliste corse, devient Azione per Rinascita Corsa et se déclare en faveur de l'autonomie quelques mois plus tard. C'est une revendication politique. Vous avez une revendication qui se politise de plus en plus et qui se pose en termes de région contre l'État. Je crois que la radicalisation de 1973, elle est due surtout à des erreurs du gouvernement français. Je veux dire, tout cet ensemble de mécontentement a joué un rôle assurément décisif dans la radicalisation de l'ensemble des régionalistes qui, de plus en plus, ont basculé au niveau institutionnel dans la revendication d'autonomie et ont un discours qu'on dira de plus en plus national. Et d'ailleurs, en août 1973, il y a même ce fameux éditorial de Maximione d'Henry qui est intitulé « Je suis nationaliste corse ». Sur l'île, mais aussi dans les universités du continent, la voix de la jeunesse se fait entendre. Les étudiants de Nice lancent la Consulta di Studenti Corsi et créent leur journal Uribombo. Ils font ainsi entendre au sein même de l'ARC, dont ils sont pour la plupart adhérents, un discours plus radical. Je crois que c'est vraiment un jour on est confronté à... On est arrivé au point de non-retour, je crois que nous irons vraiment jusqu'au bout. Vous pourrez aller un jour jusqu'à l'indépendance, ça ne vous gênerait pas? Je crois que j'ai été assez clair tout à l'heure. Je pense que tout dépendra de l'issue du dialogue entre nous et Paris. Et Nice, c'était l'endroit où l'ARC était comme un poisson dans l'eau. Disons que les étudiants de l'ARC étaient les plus dynamiques, pour ainsi dire, par rapport aux autres qui avaient une vision plus idéologique du problème, mais moins engagée sur le terrain de l'action. Tandis que l'ARC était prêt à manifester, les drapeaux, tout ça, très tôt. Et si l'université d'été débute par un certain folklore, les débats sont des plus sérieux. Tous les problèmes qui agitent l'île sont ici évoqués. L'université d'été, elle est, comment dire, drivée par un militant de l'ARC, mais ce ne sont pas des congrès de l'ARC. Je veux dire, au contraire, il y a une ouverture qui est assez remarquable. L'université d'été, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle le riacquiste ou culturel. Le riacquiste, c'est la volonté de renouer avec des racines. Et renouer avec des racines du point de vue de la langue, du point de vue de la poésie, du point de vue de la littérature, du point de vue de la culture en général. Et c'est un mouvement qui,
je pense pendant 10 ans, de 1973 à 1983, a été à la fois intimement lié à la revendication politique et s'est développé de façon très autonome. Ce mouvement de réacquisition culturelle va se cristalliser autour de la demande de réouverture de l'université de Corté. Et là, le gouvernement va envoyer Liberbou. Liberbou, c'est jamais très mouillé, hein, pour ainsi dire. C'est un missionnaire, donc il recueille des éléments, il en fait part et tout. Il est très prudent en matière de promesses, hein, mais à tel point qu'on dira que les étudiants se sont fait flouer par Liberbou parce qu'il a fait de la présence sans véritablement apporter quelque chose. Notamment la fraction issue du syndicat étudiant de Nice considère qu'il n'y a plus rien à discuter avec l'État et qu'il faut passer à l'action directe et illégale, ce que refuse la direction de l'Arc et les frères Simeoni. Et à partir de là, on cherche forcément à les maintenir dans le giron, à ne pas les laisser s'embarquer dans la dynamique clandestine qui est déjà bien initiée par le FPCL et Giustizia Paoli depuis 1973-1974. D'ailleurs, certains de ces jeunes militants de l'Arc sont déjà aussi des militants clandestins. C'est dans ce contexte tendu qu'éclate le scandale de la Vinaccia. Des colons pieds noirs ont organisé à grande échelle un vaste trafic de vin artificiel avec la complicité des banques et l'assentiment bienveillant de l'État. La mise à jour des abus de certains colons dans la plaine orientale en matière de vinification et l'argent facile qui venait de cette chaptalisation et de ces jeux financiers qui l'accompagnaient a été mis à jour et exploité par l'Arc essentiellement, en disant que le scandale de la colonisation, entre guillemets, comme il disait, de la plaine orientale va jusqu'à favoriser la fraude, etc. Et donc l'Arc a été l'élément porteur de la dénonciation de cet abus et que ça a eu un écho. Pris dans le tourbillon des révélations et de l'écho qu'elles suscitent parmi la population et la jeunesse, les leaders de l'Arc durcissent leur discours. Y a-t-il un peuple corse? Ce peuple corse a-t-il droit à la vie? La Corse est-elle une colonie? La Corse doit-elle être décolonisée? L'Arc doit-il baisser les bras ou doit-il se battre? Question capitale. Êtes-vous prêt à assumer la lutte dure, inégale à nos côtés? Le 21 août 1975, une poignée de militants, armés de fusils de chasse, occupent pacifiquement, au nord d'Aléria, la cave d'Henri de Peille, un des responsables du système d'escroquerie. Cet événement va façonner durablement l'histoire de la Corse. Aléria, ça n'a certainement pas été une histoire de chaptalisation et de vinasse. Nous ne savions même pas pourquoi on occupait cette cave. On l'occupait, on est venu, on l'a occupé parce qu'on en faisait partie, Poggio, les Orson, etc. On occupait parce qu'il y avait un problème politique et que nous voulions le poser de manière spectaculaire. Mais nous ne pensions pas qu'il devait y avoir des morts, hein. Ça c'est clair. Hein. Très important à savoir, c'est que l'opération d'Aléria n'a pas vocation à s'éterniser, ni même à s'approprier l'ensemble de la propriété redistribuée directement à des agriculteurs corses. L'action d'Aléria doit se terminer par une réunion avec les acteurs du secteur, ce qu'on appelle les socioprofessionnels, et ensuite par un meeting politique. Donc on ne peut pas parler forcément d'une menace très importante pour l'ordre public. Honnêtement, on ne pensait pas qu'il devait y avoir d'assaut. C'était un peu la kermesse. Mais enfin, quand les 500 ou 600 gendarmes mobiles arrivent avec les hélicoptères, les petits chars et tout, là on comprend qu'on rentre dans une autre dimension. Et on était prêts, on était déterminés. Ceci est la première sommation.
On va faire usage de la force. Face à ça, vous avez un fou qui tient les rênes de l'État. Giscard est en vacances, on ne sait pas où. Chirac, sans doute, hein. Chirac, Premier ministre, n'est pas à Paris. Celui qui tient les rênes de l'État, c'est Poniatowski. C'est un obsessionnel de la violence d'État. Conformément à ce qui a été décidé, je vais aller me constituer prisonnier. Je pense que maintenant, en particulier au niveau des jeunes, il y a un processus d'escalade qui est engagé et qu'il ne faudra pas s'efforcer de continuer à traiter un problème politique et de revendication de dignité et d'identité comme un problème économique. Cinq jours après Aller, il y a les événements de Bastia avec un policier tué et 18 autres blessés par balle dans une atmosphère qui est quasi insurrectionnelle ou insurrectionnelle, veut dire qui est unique dans l'histoire du nationalisme corse, sont les suites de ces événements d'Aller qui concrétisent la fracture entre les plus modérés et les plus radicaux. Là, ceux qui veulent vraiment aller plus loin se rendent compte qu'il n'y a plus rien à discuter avec les frères Simeoni. Et ils vont commencer à discuter de la création du FLNC, censé unir les organisations clandestines préexistantes. Aujourd'hui, 2 mois après, avez-vous le sentiment que les événements d'Aléria et de Bastia pouvaient être évités? Incontestablement, ceux d'Aléria pouvaient l'être si le dialogue n'avait pas été cassé net. Mais après Aléria, il y a eu Bastia. Et c'est ça qui est grave. Car Bastia, c'est la réaction populaire. Et cette réaction, hélas, il faut le souligner, et il faut que chacun le comprenne, risque de n'être qu'un début. Désormais, le FLNC occupera le devant de la scène corse et hexagonale et affirmera pendant toute son existence sa légitimité à représenter le peuple corse. Il ouvre ainsi un bras de fer avec l'État français qui prendra fin en 2014.